La monnaie. Tout d'abord, l'histoire de la monnaie. La monnaie a une histoire presque aussi longue que l'humanité. Elle est née du besoin d'échanger. Au départ, la monnaie était marchandise. Plus une marchandise ou objet était rare, plus il avait de valeur. Par exemple, les coquillages à l'intérieur des terres. C'est avec la dynastie Qin que de -221 à -206 est apparue la première monnaie métal que l'on appelle la sapèque. Au départ, elle avait une forme d'outil miniature, puis elle prit la forme ronde avec un trou carré à l'intérieur. On remarque que la monnaie utilisée pour les échanges était celle du pays qui avait le plus de puissance, un peu comme le dollar aujourd'hui. Ce fut, à leur apogée respective, la monnaie grecque puis romaine qui régla les échanges, symbole d'une puissance économique et militaire. Si le trésor public a le droit de battre monnaie, il le doit à Philippe de Valois. En effet, pour régler tout problème de féodalité, il déclare dans l'ordonnance du 16 janvier 1346 qu'au roi seul appartient le droit de battre monnaie. Apparaît ensuite la monnaie carte à jouer, que les colons français vont créer en 1685 à cause de la pénurie d'or. Il faut attendre 1689 pour que les premiers billets apparaissent. Ils s'appellent les proto-billets. Ils évolueront petit à petit vers les formes que nous connaissons aujourd'hui. En 1865, c'est Napoléon III qui autorise le paiement des impôts par chèque, ce qui va considérablement aider à sa démocratisation. Si la monnaie scripturale existait déjà depuis quelque temps, c'est en 1960 qu'elle commence à se démocratiser, notre carte bancaire n'existant que depuis 1967. La masse monétaire est la quantité de disponibilité monétaire détenue par les agents économiques, rapidement mobilisable et convertible en moyen de paiement. Elle est composée de 3 agrégats monétaires qui sont des regroupements conventionnels des actifs monétaires et quasi-monétaires. Ces 3 agrégats s'emboîtent les uns dans les autres selon leur degré de liquidité, c'est-à-dire la possibilité de transformer en monnaie un moyen de paiement plus ou moins rapidement. Nous allons maintenant vous présenter successivement les agrégats monétaires, les sources de création de monnaie, les mécanismes régulateurs, les contraintes, la destruction monétaire et enfin le marché interbancaire. Commençons par les agrégats. Tout d'abord, M1, la monnaie au sens strict, qui regroupe la monnaie fiduciaire, les billets et les pièces, et la monnaie scripturale, les dépôts à vue auprès des banques. M2, la quasi-monnaie. Elle est égale à M1 plus les autres dépôts monétaires dont la durée est inférieure à 2 ans et ceux qui peuvent être liquidés rapidement. Les placements à vue, compte sur livret, épargne logement. M3, elle, est égale à M2 plus les placements à terme, les titres du marché monétaire et d'OPCVM, et les dépôts en devises. La masse monétaire ne correspond pas à une masse physique de métal précieux. Elle évolue en fonction des besoins et des résultats de l'activité économique. Les banques créent de la monnaie en accordant des crédits et détruisent de la monnaie en annulant des crédits remboursés. Donc la masse monétaire varie sans cesse. Les sources de création de monnaie. Seule la Banque centrale est habilitée à mettre les pièces en circulation. C'est la Banque de France qui fabrique pour le territoire français, dans ses propres usines, les billets. Elle a l'obligation de gérer ces billets, c'est-à-dire de les trier et de détruire tous les billets abîmés et surtout qui pourraient bloquer les distributeurs automatiques. Ce sont les banques de second rang, donc les banques commerciales, qui créent 90% de la masse monétaire. Elles créent de la monnaie scripturale en accordant des crédits à des particuliers ou des entreprises. La conversion de devises étrangères en devises locales permet de créer de la monnaie qui n'existait pas dans l'économie locale. Quant à elle, la Banque centrale, la banque des banques, assure et contrôle la création monétaire. Maintenant, les mécanismes régulateurs. Les banques doivent avoir chaque jour une trésorerie suffisante pour faire face à tous les règlements
envers les autres banques et pour satisfaire les retraits en espèces de sa clientèle. Les acteurs économiques peuvent avoir des comptes dans différentes banques. Les banques doivent donc équilibrer les mouvements de fonds en faisant appel au marché interbancaire, on va en parler ensuite, où elles échangent chaque jour entre elles de la monnaie qu'elles s'empruntent les unes aux autres. Il faut prendre en compte les échanges extérieurs, les importations, les exportations et les achats et ventes de titres occasionnant des entrées et des sorties d'argent en dehors du système bancaire européen. Les banques doivent pouvoir faire face aux demandes de billets de leurs clients et elles ne peuvent pour cela obtenir ces billets qu'auprès de la Banque de France. Une quantité de monnaie peut s'échapper hors du circuit de la zone euro. Ensuite, les contraintes. Les banques ne possèdent pas toutes les liquidités correspondantes au crédit qu'elles accordent, mais seulement une partie. Elles doivent donc se procurer des liquidités. Les banques doivent également avoir des liquidités à disposition pour pouvoir régler les soldes de compensation des créances qu'elles ont les unes envers les autres. Et enfin, les banques doivent constituer des réserves obligatoires. La destruction monétaire. Il peut y avoir deux types de destruction monétaire. Premièrement, le retrait de monnaie en circulation par la Banque centrale. Et ensuite, le remboursement des crédits ou des titres de dette par les agents non bancaires aux banques, ce qui correspond à une diminution des dépôts bancaires, donc à une destruction de monnaie. Pour finir, parlons du marché interbancaire. Pour faire simple, le marché interbancaire est un marché réservé aux banques. Elles s'échangent entre elles des actifs financiers de court terme, entre un jour et un an. C'est un marché de gré à gré. Cela signifie que les banques traitent et négocient librement entre elles. L'offre émane des banques qui ont des liquidités disponibles et prêtent des liquidités aux autres banques. Mais attention, une banque peut en même temps être prêteuse et emprunter sur le marché interbancaire. Pour expliquer ça, on va donner un exemple. Donc, si une banque peut prêter des liquidités aux autres banques sur le marché interbancaire pour une durée de 4 jours. Si le troisième jour, elle a un besoin important de liquidité, pour par exemple honorer ses réserves obligatoires auprès de la Banque centrale, elle peut emprunter pour une seule journée ses fonds sur le marché interbancaire. Présentons désormais le rôle de la monnaie. La monnaie a pour fonction principale la confiance. Elle doit être acceptée par tous et sans restriction dans le temps. Les utilisateurs doivent avoir confiance en l'institution émettrice et la valeur représentée par la monnaie. Cette relation est illustrée par l'exemple de l'hyperinflation en Allemagne dans les années 1920. L'émission excessive de monnaie et la perte de confiance des agents économiques ont conduit à l'effondrement du mark, la monnaie allemande. Contre 1 dollar, on pouvait avoir 420 marks en juillet 1922. Puis, en février 1923, pour 1 dollar, on avait 50 000 marks. Comme plus personne n'avait confiance dans la valeur de la monnaie, les agents en demandaient toujours plus. Ainsi, les commerçants augmentaient leurs prix plusieurs fois par jour, car le mark valait de moins en moins. La monnaie est un ensemble de moyens de paiement universels et immédiats. On dit que la monnaie est un actif liquide, c'est-à-dire qu'elle permet à un agent de disposer immédiatement de ses ressources et sans perte de capital. Un actif, c'est un élément du patrimoine d'un agent qui a une valeur économique positive. C'est la monnaie l'actif le plus liquide. Un bien immobilier, par exemple un appartement dans une grande ville, est un actif peu liquide, car l'individu qui le détient ne peut pas facilement l'échanger. La monnaie remplit 3 fonctions économiques. Tout d'abord, c'est un moyen de transaction, ou intermédiaire des échanges. Elle permet une mise en relation directe entre offreurs et demandeurs. C'est une réserve de valeur, on peut l'épargner et s'en servir dans le temps. C'est une unité de compte, elle permet d'évaluer et d'exprimer la valeur d'un bien. Elle établit une échelle des valeurs et fixe un prix unique. La monnaie, elle assure aussi un lien social et politique, au sens où elle est fédératrice. Elle permet d'appartenir à une communauté. Elle assure la création d'une communauté d'intérêt et un sentiment d'appartenance entre les individus qui utilisent la même monnaie. C'est également une manifestation de souveraineté et de pouvoir. Avant, on frappait les pièces
à l'effigie des rois pour asseoir le pouvoir politique et la reconnaissance en celui-ci. La monnaie crée en ce sens une identité politique. La monnaie revêt plusieurs formes. Premièrement, la monnaie divisionnaire. En fait, c'est les pièces métalliques. Cette monnaie apparaît dans l'Antiquité. À l'origine, la valeur faciale représentait le poids de métal précieux que la pièce contenait, mais cette valeur s'est peu à peu autonomisée au cours des métaux précieux. Deuxièmement, la monnaie fiduciaire qui fait son apparition au XVe siècle. Le billet est au départ un certificat représentatif de métaux précieux. Il y a autant de billets qu'il y a de quantité de métaux précieux. L'avantage du billet est d'être plus facilement transportable qu'un lingot. Puis, à partir du XVIIe siècle, les banques émettent plus de billets qu'il n'y a d'or, car les détenteurs de certificats ne réclament pas forcément de conversion en or. Le système repose donc sur la confiance. Les billets ne sont plus aujourd'hui indexés sur l'or et reposent toujours sur la confiance qu'on leur porte, car forcément, leur valeur intrinsèque est bien inférieure à la valeur des biens qu'ils permettent de se procurer. La valeur de la monnaie est donc une valeur symbolique. Et enfin, la monnaie scripturale, qui est un instrument de paiement se présentant sous la forme d'écriture et correspondant aux dépôts effectués par les agents économiques auprès des banques et des comptes postaux. On assiste à une dématérialisation progressive de la monnaie, ce qui constitue une vraie révolution dans l'histoire de la monnaie. Elle est de moins en moins représentée par un bien, mais de plus en plus par des écritures, c'est-à-dire les montants inscrits sur des registres de comptes, désormais informatisés, et les comptes chèques. La monnaie scripturale regroupe ainsi l'ensemble des dépôts à vue sur les comptes courants. Elle représente bien de l'argent immédiatement disponible et revêt différentes formes, par exemple les chèques, les cartes bancaires, les virements, les cartes prépayées, etc. Elle est constituée simplement de jeux d'écriture et c'est ainsi qu'elle circule. Elle est cependant toujours convertible en monnaie fiduciaire. Pour finir cette présentation sur la monnaie, parlons un court instant de la Banque centrale européenne. La Banque centrale, elle est garante de la liquidité bancaire, c'est-à-dire qu'elle assure la fonction de prêteur en dernier ressort. Cette fonction est utilisée pour assurer la liquidité des banques ou injecter massivement des liquidités, autrement dit, de la monnaie banque centrale sur le marché monétaire afin d'éviter les faillites bancaires. La Banque centrale a capacité de réguler la quantité de monnaie en circulation. Elle peut adapter la fraction de réserve obligatoire que les banques commerciales doivent détenir auprès de la Banque centrale. Cela peut limiter la quantité de crédit accordé par les banques, mais aussi agir sur les liquidités disponibles sur le marché monétaire, en modifiant son offre de monnaie centrale. Enfin, elle peut adapter le taux d'intérêt directeur. C'est le taux d'intérêt de la monnaie que la Banque centrale prête aux banques de second rang. C'est donc le coût du crédit que la Banque centrale fait aux banques de second rang. Ces dernières empruntent de l'argent à la Banque centrale et le prêtent à leur tour aux ménages et entreprises. Elles récupèrent donc les variations des taux d'intérêt directeurs que pratique la Banque centrale sur les taux d'intérêt qu'elle pratique elle-même auprès des agents économiques.